La France possédait autrefois dans l'Amérique septentrionale un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du Haut-Canada. 4 grands fleuves, ayant leur source dans les mêmes montagnes, divisaient ces régions immenses. Le fleuve Saint-Laurent, qui se perd à l'est dans le golfe de son nom, la rivière de l'Ouest, qui porte ses eaux à des mers inconnues, le fleuve Bourbon, qui se précipite du midi au nord dans la baie d'Hudson, et le Mescacébé, qui tombe du nord au midi dans le golfe du Mexique. Après la découverte du Mescacébé par le père Marquette et l'infortuné La Salle, les premiers Français qui s'établirent au Biloxi et à la Nouvelle-Orléans firent alliance avec les Natchez, nation indienne, dont la puissance était redoutable dans ces contrées. Des querelles et des jalousies ensanglantèrent dans la suite la terre de l'hospitalité. Il y avait parmi ces sauvages un vieillard nommé Chactas, qui par son âge, sa sagesse et sa science dans les choses de la vie, était le patriarche et l'amour des déserts. Comme tous les hommes, il avait acheté la vertu par l'infortune. Non seulement les forêts du Nouveau Monde furent remplies de ses malheurs, mais il les porta jusque sur les rivages de la France. Retenu aux galères à Marseille par une cruelle injustice, rendu à la liberté, présenté à Louis XIV, il avait conversé avec les grands hommes de ce siècle et assisté aux fêtes de Versailles, aux tragédies de Racine, aux oraisons funèbres de Bossuet. En un mot, le sauvage avait contemplé la société à son plus haut point de splendeur. Depuis plusieurs années, rentré dans le sein de sa patrie, Chactas jouissait du repos. Toutefois, le ciel lui vendait encore cher cette faveur. Le vieillard était devenu aveugle. Une jeune fille l'accompagnait sur les coteaux du Mescacébé, comme Antigone guidait les pas d'Édipe sur le Cithéron, ou comme Malvina conduisait Ossian sur les rochers de Morvan. Malgré les nombreuses injustices que Chactas avait éprouvées de la part des Français, il les aimait. Il se souvenait toujours de Fénelon, dont il avait été l'hôte, et désirait pouvoir rendre quelques services aux compatriotes de cet homme vertueux. Il s'en présenta une occasion favorable. En 1725, un Français, nommé René, poussé par des passions et des malheurs, arriva à la Louisiane. Il remonta le Mescacébé jusqu'aux Natchez et demanda à être reçu guerrier de cette nation. Chactas, l'ayant interrogé et le trouvant inébranlable dans sa résolution, l'adopta pour fils et lui donna pour épouse une indienne appelée Cheluta. Peu de temps après ce mariage, les sauvages se préparèrent à la chasse du castor. Chactas, quoiqu'aveugle, est désigné par le conseil des sachems pour commander l'expédition, à cause du respect que les tribus indiennes lui portaient. Les prières et les jeûnes commencent. Les jongleurs interprètent les songes, on consulte les Manitou, on fait des sacrifices de petins, on brûle des filets de langue d'orignal, on examine s'ils pétillent dans la flamme afin de découvrir la volonté des génies. On part enfin, après avoir mangé le chien sacré. René est de la troupe. À l'aide des contre-courants, les pirogues remontent le Mescacébé et entrent dans le lit de l'Ohio. C'est en automne. Les magnifiques déserts du Kentucky se déploient aux yeux étonnés du jeune Français. Une nuit, à la clarté de la lune, tandis que tous les Natchez dorment au fond de leur pirogue et que la flotte indienne, élevant ses voiles de peau de bête, fuit devant une légère brise, René, demeuré seul avec Chactas, lui demande le récit de ses aventures.